Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour un de nos midis conservation mensuels organisés par le réseau des milieux naturels protégés. Et c'est le premier de l'année 2025. Donc, je profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés par défaut afin d'assurer une présentation assez fluide et agréable pour tout le monde. Et tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la boîte questions et réponses. À la fin, vous aurez aussi l'occasion de vous signaler si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Donc, vous pourrez donc choisir ce qui vous convient le mieux. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Gaston Derry, qui se décrit comme un enfant du fleuve. Il a dédié 40 ans de sa vie à la protection de la biodiversité de l'île aux Pommes, qu'il a transformée en réserve naturelle privée, une des premières réserves naturelles privées au Québec. Ambassadeur du projet Saint-Laurent pour conservation de la nature, ses efforts ont été largement reconnus. Il a reçu le Phénix de l'environnement en 2007, a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2017, puis chevalier de l'Ordre national du Québec en 2020 pour son engagement environnemental. Et en 2024, il remporte également le prix Arfang des Neiges pour l'innovation en région. Donc Gaston, bienvenue, merci beaucoup d'être présent. Je vais te Merci laisser beaucoup. je vais te laisser partager ton écran et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Ce sera pas long. Mais oui, 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 pas de problème. Les gens continuent à rentrer dans la salle. Voyons. OK, je l'ai. Bon, Super, voilà. super. Alors, je peux y aller? Absolument. Alors, bonjour tout le monde. Merci au réseau de milieux naturels de m'inviter à partager mes passions. La conférence que je vous présente est celle que j'avais présentée lors de la COP 15 à Montréal, mais que j'ai actualisée pour qu'elle soit contemporaine et au goût du jour. Rapprochons-nous de la nature, elle ne ment jamais. Écoutez, transportons-nous au vendredi 2 mai 2019. On apprend à ce moment-là qu'il y a des célébrations du 1er mai qui ont pris une tournure tragique. Puis on apprend aussi qu'on a des petits problèmes d'immigration à cette époque. Et à cette époque, l'instruction n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Puis on sort à peine de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on est à la veille d'une très grande dépression au Québec qu'on a appelée la crise économique. Puis les Québécois constituent un peuple d'ouvriers, puis la Révolution tranquille va se pointer dans à peu près une quarantaine d'années, notamment par l'arrivée au pouvoir de Jean Lesage et par une réunion qu'il y avait eu au lac à l'époque. Mais à cette époque aussi, la contrebande est monnaie courante au Québec. Il y avait une chasse qui était incontrôlée puis qui menaçait la population de la Sauvagine. Et même Henri de Puy-Jalon, qui était le seigneur de la Côte-Nord, dans les récits du Labrador, avait évalué qu'il y avait 2,5 millions d'œufs qui étaient cueillis chaque année sur la Côte-Nord puis qui étaient vendus sur les marchés de New York et de Boston. Mais il y avait des hommes notables de Québec qui avaient des fonctions très prestigieuses qui trouvaient que c'était tout à fait inadmissible. Puis il désirait que les gouvernements agissent, mais il constatait que c'était sans succès. Puis il constatait aussi qu'il y avait une inertie à l'égard de l'enseignement de l'histoire naturelle auprès des jeunes. Puis ils ont décidé d'unir leurs forces pour créer une société savante. Alors, ce vendredi soir du 2 mai, il y a 100 ans, en 2019, vers 19 h, il y a une dizaine d'hommes qui sont réunis dans la résidence pardon, du docteur Stanislas Godreau, qui était un dentiste. Puis ils se rencontrent pour tenir la première assemblée générale d'une société savante, la Société Provencher. Mais cette société-là, qui est la Société d'histoire naturelle du Canada, elle tire son nom de où? Pourquoi la Société Provencher?
Alors, elle tire son nom de l'abbé Léon Provencher, qui est un ami de mon grand-père, qui était curé à Saint-Jean-Baptiste de l'Île-Verte. Et il a été curé à Cap-Rouge, puis il y a même la côte Provencher à Cap-Rouge qui existe, et il y a aussi la maison Léon Provencher. L'abbé Léon Provencher aussi a été l'auteur de la flore canadienne dont le frère Marie-Victorin s'est inspiré. Mais revenons à la Société Provencher. Je suis très fier de dire que cette société-là a été créée sous l'initiative de mon grand-père, le docteur David Alexis Derry, qui était un environnementaliste avant l'heure. Mon grand-père était quand même une grande personnalité sur le plan environnemental. Écoutez, il a été membre du comité qui a créé le premier congrès de l'ACFAS qui s'était ouvert à Montréal. Et aussi, il avait organisé avec la Société des Provenchers des activités avec la Société Audubon des États-Unis. Et regardez, en 1936, il faisait des activités qui étaient rapportées dans les journaux, notamment la presse de Montréal, où on disait qu'il fallait sauver nos oiseaux en 1936. Puis un fait intéressant aussi, c'est que la Gendarmerie royale du Canada avait un bateau dans la région de Trois-Pistoles qui patrouillait pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contrebande. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que le capitaine du bateau était le lieutenant-commandant Stanislas Derry de la Réserve navale canadienne, mon père. Quand on va sur le site des réseaux, du réseau des milieux naturels, on apprend que la protection des milieux naturels privés, c'est un mouvement qui a plus de 90 ans. On y lit que les premiers sites protégés par le milieu non gouvernemental ont été l'île aux Basques et l'Érasade en 1927 et l'île aux Basques en 1929. Alors, les rasades ont été très connues parce que, il y a des gens qui ont été sauvés par les rasades lorsqu'un glacier s'était déplacé au début du 20e siècle et avait été s'échouer le soir de Noël sur les îles Rasades. Et pour se remémorer cet événement-là, mon grand-père avait fait installer une croix en granit qui est toujours présente. Maintenant, une des autres propriétés qu'on voit par cette magnifique photo de Pierre Lahoud, qui est un ami qui m'a donné les photos pour ma conférence et que je remercie. Vous avez ici l'île aux Basques, qui est protégée par la Société Provencher et qui a été achetée grâce à l'initiative de mon grand-père en 1900, dans les années 20. Il avait été à Toronto pour rencontrer un homme qui était propriétaire. Il avait dit, j'accepterais de vendre l'île aux Basques, mais une condition, c'est qu'elle soit protégée. Alors ici, vous avez une vue de l'île aux Basques et à l'horizon, vous voyez les petites îles qui sont les Rasades. Mais si vous allez un peu plus à l'ouest, vous allez découvrir l'île sœur de l'île aux Basques, c'est l'île aux Pommes. Alors, ce chapelet d'îles aux Pommes, île aux Basques et les Rasades sont des îles qui font la fierté des gens de la région de Trois-Pistoles. Maintenant, revenons à l'île aux Pommes. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'île aux Pommes? C'est que mon grand-père, qui était un environnementaliste avant l'heure, était vraiment outragé de voir qu'il y a des gens qui traversaient sur les îles pour aller chercher des œufs pendant la couvaison, comme le déclarait le seigneur Henri de Puyjalon. Et en 1927, il avait convaincu son beau-frère, euh, Stanislas Gaudreau, d'acheter l'île aux Pommes. Et mon grand-père disait qu'il fallait protéger les habitats naturels parce que si on ne protégeait pas les habitats naturels, qu'on serait obligé de se mettre des masques dans les grandes villes un jour. Alors, c'est ainsi que la famille Godreau-Derry est devenue propriétaire de l'île aux Pommes et l'objectif d'avoir acheté cette île-là était de la protéger. Moi, je suis un enfant du fleuve. J'ai passé, j'ai passé toute mes enfances à Trois-Pistoles et le fleuve Saint-Laurent était pour moi mon carré de sable. Quand j'étais petit, mon grand-père me prenait par la main puis il m'amenait sur le bord du fleuve, puis il me montrait le fleuve Saint-Laurent. Lui, il l'appelait la mer. Il me montrait jusqu'à quel point c'est beau.
Il me montrait comment différencier les coquillages, comment prédire le temps avec la couleur du temps. Puis il me disait surtout, il faut protéger notre fleuve Saint-Laurent. Et c'est comme ça aussi qu'il avait initié mon père, et c'est comme ça aussi qu'il avait initié tous ses trois enfants à l'importance de vivre en symbiose avec la nature. Maintenant, une des choses qui est importante pour moi, c'est que dans le chalet de mon grand-père, lorsqu'on entrait dans son chalet, et lorsque la première fois que je suis entré dans son chalet, j'avais à peu près 4-5 ans, il était inscrit sur la mansarde de son chalet une phrase qui a marqué toute ma destinée. Rapprochons-nous de la nature, elle ne ment jamais. Alors, c'est ainsi que mon grand-père allait sur son île et l'objectif était de protéger l'île. Et pourquoi est-ce qu'il avait construit un petit chalet en 1926? C'était pour assurer une présence sur l'île parce que selon lui, la meilleure façon de protéger un territoire, c'est de l'occuper. Maintenant, une des premières choses que mon grand-père a fait, c'est qu'il a mis l'île à la disposition des scientifiques. Et il a mis l'île à la disposition des scientifiques depuis 100 ans. Mon grand-père était un ami du frère Marie-Victorin et le frère Marie-Victorin a fait un texte sur les plantes qu'on retrouve sur l'île et est même venu herboriser avec mon grand-père sur l'île aux pommes dans les années 30. Il y a aussi le docteur Austin Reed, qui a été un des plus grands biologistes canadiens, qui est un ami de la famille, qui, en 1960, a fait le premier doctorat sur le canard noir au Canada et son site de recherche était l'île aux pommes. Ma grand-mère Derry avait accepté de lui prêter gracieusement l'île aux pommes pour qu'il fasse son doctorat sur l'île aux pommes. Alors, sur la photo que vous allez voir prochainement, le, M. Reed Austin avait fait des documents avec Faune Québec et l'île aux pommes est devenue une référence en termes de présence des oiseaux marins, puis en termes de biodiversité. À l'époque, on n'appelait pas ça la biodiversité, mais avec tous les travaux qu'Austin Reed a fait, ça a permis de mieux connaître tout ce qui concerne le canard noir au Canada. L'île aux pommes aussi est devenue une référence en ce qui concerne les éders du Canada. Et il y a un Hollandais qui s'appelait Van Dyck qui était venu faire un doctorat sur l'île aux pommes. Et lorsque les intervenants ont fait le plan québécois de gestion de l'éder à duvet, une des références est beaucoup l'île aux pommes. Et ce qui est intéressant dans ce document-là, c'est qu'on peut lire, et je vais vous lire ce qui est écrit, certains statuts sont assortis de garanties supérieures, en théorie, mais dans la pratique, c'est le niveau de surveillance qui détermine la condition des colonies d'oiseaux. Une île privée sans statut légal peut concrètement être mieux protégée grâce à une surveillance assidue par son propriétaire qu'une île publique avec un statut ne faisant l'objet d'aucune surveillance. J'ai eu le privilège de devenir propriétaire de l'île aux pommes à 28 ans. Mon père m'avait transféré l'île aux pommes parce qu'il désirait qu'elle demeure dans la famille. Il désirait surtout qu'elle soit aménagée afin de perpétuer son rôle de protection de la biodiversité. Maintenant, ça a l'air beau de dire, hey, propriétaire d'une île à 28 ans, mais je vous avouerai que c'était un peu un cadeau de grec. Parce que l'île aux pommes avait été envahie au cours des années 40 et 50 par des colonies de goélands et par des colonies de cormorans. Puis écoutez, quand on partait de Trois-Pistoles, puis qu'on traversait l'île aux pommes, les GPS n'existaient pas. La façon de se guider pour arriver à l'île quand il y avait de la brume, c'était à l'odeur. Alors, quand on débarquait sur l'île, on glissait sur les fientes de cormorans. Et à ce moment-là, l'île aux pommes avait une végétation qui était complètement dégradée. Ici, vous avez une photo de l'île aux pommes qui a été prise en 1980, l'année où je suis devenu propriétaire. Et je vous suggère de mettre en mémoire cette photo-là parce que je vais y faire référence un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui causait la dégradation de l'île? C'était l'omniprésence des cormorans et l'omniprésence aussi des goélands. Il y avait à l'époque sur l'île 25 000 goélands, puis il y avait à peu près 5 000 cormorans.
Mais mon père était un héros de guerre que j'admirais beaucoup, puis moi, je me cherchais une vocation pour faire un peu la différence sur la Terre. Puis à un moment donné, alors que je me promenais sur l'île un automne, j'ai eu une vision. Et la vision que j'ai eue, c'est que j'ai eu comme un coup de vent. Puis je voyais que l'île était balayée par les vents, mais qu'elle avait un potentiel qui ne demandait qu'à être exploité. Puis avec ma formation d'aménagiste comme ingénieur forestier, j'ai vu que l'île avait un potentiel latent. Et là, l'idée que je me suis dit, je vais en faire un paradis pour les oiseaux. Et je trouvais que c'était un privilège d'être propriétaire d'une île, mais à tout privilège est associée une responsabilité. Et j'avais même dit, un jour, quand on viendra sur l'île, ça sentira la rose. Maintenant, vous savez, chaque personne est appelée à exercer une mission. Puis là, j'avais vraiment l'impression que j'avais trouvé la mienne. Parce que vous savez, j'avais l'impression que chaque petit geste compte, puis que ça allait donner un sens à ma vie. Alors, j'étais guidé par l'ardeur, les passions, les émotions, le plaisir. Et j'avais aussi le fantasme de dire qu'un jour, quand on traverserait sur l'île, ça sentirait la rose. Alors, j'ai préparé un vaste plan d'aménagement qui allait permettre de créer un habitat qui allait défavoriser le goéland qui a besoin d'un espace ouvert et qui allait favoriser les autres types d'espèces d'oiseaux, notamment les canards aiders. Alors, avec l'aide de Canards Illimité Canada, on a transporté 10 000 kilogrammes de terre sur l'île. On a planté des arbres, on a fait du bouturage, on a fait du marcottage, et puis on a planté des groseilliers. Et le tout a été fait sous la supervision de mon père et de ma mère qui étaient vraiment extrêmement fiers de voir que leur jeune fils était en train de s'occuper de ce patrimoine familial. Et je me souviens d'un jour où mon père avait vu tous les travaux qui se faisaient sur l'île, puis il m'avait regardé, puis il avait 82 ans, puis du haut de ses 82 ans, il m'avait regardé avec une larme qui coulait, puis il m'avait dit, je ne pensais pas voir de tels travaux être exécutés sur mon île un jour. Maintenant, la question que les gens me posaient toujours, c'est beau faire le plan d'aménagement, mais quand es-tu rendu compte que ça commençait à donner des résultats? Moi, je suis un lève-tôt et je me souviendrai toute ma vie qu'un matin, je m'étais levé et j'étais sur la galerie du chalet. Et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre, de voir un bruant chanteur qui s'égosillait le matin vers 6 heures du matin. Mais ce que j'entendais, ce n'était pas un chant d'oiseau. Ce que j'entendais, c'est un bruant chanteur qui disait, mais c'est donc bien beau ici. Je ne pensais pas que c'était beau comme ça ici. Je vais aller le dire à toutes mes amies. Alors, le bruant chanteur a été rencontrer ses amis, les canards aiders, et a dit aux canards aiders, écoutez, je suis allé sur l'île aux pommes, et puis c'est plus du tout comme c'était avant. Vous qui cherchez tout le temps des endroits pour former des colonies, vous devriez aller voir les lieux. Alors, les aiders ont écouté le bruant, et quelques années plus tard, les canards aiders sont revenus à l'île aux pommes. Et chaque année, au début du mois, à la fin du mois d'avril, puis au début du mois de mai, on assiste à l'arrivée de milliers de canards aiders qui viennent nicher sur l'île aux pommes. On a 25 000 canards aiders autour de l'île pendant la période de nidification. Et puis, on a entre 3 500 et 3 800 femelles qui nichent sur l'île. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les canards aiders arrivent, bien, on va assister aux attroupements. Puis un autre phénomène qu'on observe, ce sont les parades nuptiales. Alors, les mâles vont se mettre leurs plus beaux atours pour essayer de charmer la femelle. Et la prochaine photo que je vais vous montrer est une photo que j'affectionne de façon particulière et qui traduit très bien la réalité.
Alors ici, vous avez un mâle qui essaie de charmer une femelle parmi 50 femelles. Certaines ont l'air assez intéressées, alors que d'autres ont l'air pas du tout intéressées. Mais à un moment donné, il y a une femelle qui va choisir le mâle. Et à ce moment-là, le mâle et la femelle vont se diriger sur l'île. Et maintenant, à cause du plan d'aménagement, a été envahie par une végétation herbacée et arbustive, principalement composée de framboisiers, qui donne un habitat exceptionnel pour les femelles éders parce que ça leur permet de mettre leur nid dans un endroit qui est protégé contre les prédateurs, qui sont toujours les goélands. Avec le plan d'aménagement, l'île aux pommes, aujourd'hui, il y a plus 25 000 goélands, mais il reste quand même à peu près 1 000 à 1 500 goélands, dont le goéland marin, qui est un grand prédateur du canard eider. Alors, c'est pour ça que la femelle eider va aller sur l'île, va installer un nid où vous allez avoir entre 5 et 7 œufs. Et ce qui est assez particulier du canard eider, c'est que lorsque la femelle quitte son nid pour aller s'abreuver, elle va le recouvrir de son duvet d'éder. D'ailleurs, le mot édredon vient de eiderdown, qui veut dire duvet d'éder. Et le duvet d'éder est cueilli annuellement par la Société du Vénard à des fins de rechercher des ressources financières qui servent exclusivement à protéger les îles du Saint-Laurent. 28 jours après que la femelle se soit installée sur le nid, la magie opère. Vous voyez apparaître des petits canetons eider qui sont des boules de duvet et qui demeurent dans le nid et ça prend à peu près une demi-journée avant que tous les œufs éclosent. Et aussi peu que 4 à 5 heures après que les œufs soient éclos, la femelle va quitter son nid, va descendre tranquillement sur la plage et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs femelles qui vont se mettre ensemble pour protéger leurs petits et c'est ce qu'on appelle, ils vont former des crèches. Maintenant, ce qui est intéressant, on me pose souvent la question, les jeunes canetons, ils restent combien de temps dans le nid? Ils restent à peine une demi-journée. Et aussi peu qu'après 3 ou 4 heures, ils sont déjà en mesure d'aller dans l'eau. Ils sont déjà en mesure de se nourrir. Et ils se nourrissent principalement de petites écrevisses. Et au fur et à mesure que le temps passe, les petits canetons grossissent et les femelles vont former des crèches des, pour les protéger des goélands marins qui sont les principaux prédateurs. Puis avec le temps, les canards eider deviennent de plus en plus gros et vers la fin juillet, début août, bien, les canards eider vont quitter l'île et vont aller dans le secteur de Trois-Pistoles et de l'île verte. Et d'ailleurs, chaque année, les gens de Trois-Pistoles et de l'île verte m'appellent pour me dire les petits canetons sont arrivés, on est donc heureux d'avoir l'île aux pommes. Maintenant, le plan d'aménagement, on me demande souvent quelle est devenue l'île dégradée dont je vous parlais tantôt. Vous vous souvenez tantôt, je vous suggérais de mettre en mémoire une photo qui avait été prise au bout d'en haut de l'île, du côté ouest de l'île, qui était dégradée. Et 20 ans plus tard, après que j'ai investi avec ma famille, des amis, tous ces labeurs, bien, euh, l'île avait cette allure avec toute la végétation qui a explosé grâce à l'intervention humaine, puis grâce au fait aussi qu'on a donné à l'île un statut important qui n'était pas de profiter d'une île pour installer, disons, plusieurs habitations ou encore faire des pistes d'atterrissage. Notre préoccupation était de donner à l'île une vocation pour la protection de la biodiversité parce qu'il y a des endroits qui peuvent être occupés par les humains, mais il y a des endroits qui doivent être protégés par la nature
Et l'humain a souvent tendance à s'accaparer de tous les territoires. Et moi, je voulais que l'île aux pommes devienne un endroit justement pour la biodiversité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ici, vous avez une photographie de l'île l'année que je suis devenu propriétaire et 20 ans plus tard, voici la vision qu'on avait de l'île. Maintenant, l'île, avec le temps, a pris beaucoup d'importance en termes de protection de biodiversité. Et il y a des environnementalistes qui ont commencé à me regarder avec des gros yeux en disant, ça n'a pas de bon sens qu'un propriétaire privé soit responsable d'une île qui a autant d'importance pour la protection de la biodiversité. Et il y a même des gens qui disaient qu'il faudrait l'exproprier pour que cette terre-là demeure au service de ce qui appartient au public, soit la faune et la flore. Et c'est dans ce contexte-là que Léopold Godreau, qui était directeur des réserves écologiques du ministère de l'Environnement, m'avait appelé, puis il voulait créer euh, une nouvelle loi qui s'appelait la loi des réserves naturelles en milieu privé. Et à ce moment-là, j'ai appliqué pour que l'île aux pommes devienne une réserve naturelle en milieu privé. Et l'île aux pommes est effectivement devenue la première réserve naturelle en milieu privé de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Et j'ai pu, de mon vivant, avec mes enfants, déterminer quelles sont les activités qui vont être permises et quelles sont les activités qui vont être prohibées à perpétuité. Ce qui veut dire que sur l'île aux pommes, il n'y aura jamais de pesticides, il n'y aura jamais plus qu'une habitation, il n'y aura jamais de feu incontrôlé qui sera fait, il n'y aura jamais des sentiers qui sont plus larges que 3 mètres, il n'y aura jamais plus que 8 personnes dans la réserve naturelle et il n'y aura jamais aucune activité qui va aller à l'encontre des besoins de la biodiversité. Vous vous souvenez de mon petit pain, moi j'appelle ça un pinson, vous vous souvenez de mon petit bruant qui avait été dire au canard et d'air, vous devriez aller voir les aux pommes. Bien, chaque année, le petit pinson revient et il prend un malin plaisir à utiliser comme perchoir la pancarte qui démontre que l'île aux pommes est une réserve naturelle en milieu privé. Nous avons aussi participé au cours des 100 dernières années à la science. Et il y a quelques années, il y a une baleine qui était venue s'échouer sur l'île, qui était la première baleine à bec de Sowerby qui a été identifiée dans le fleuve Saint-Laurent. J'avais parlé à mon ami Robert Michaud qui me disait, ça ne se peut pas qu'il y ait une baleine à bec de Sowerby. L'équipe du GREM est venue, ils ont pris des échantillons. Puis si jamais vous allez au CIM, le Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac, allez voir leur exposition de squelettes de mammifères marins et vous allez voir le squelette de la baleine à bec de Sowerby de l'île aux pommes qui démontre l'importance de protéger la biodiversité. Nous avons, au cours des années, collaboré depuis 100 ans avec des institutions de recherche euh, parce que mon grand-père disait qu'on protège bien ce qu'on connaît. Alors, avec l'Université Laval, Montréal, le Service canadien de la faune, du Vénard, etc., Canard illimité. Et depuis l'année passée, il y a un biologiste qui fait un doctorat sur les mouettes tridactyles qui est rattaché à l'Université McGill, qui est en train de faire un doctorat sur la cause de la disparition des mouettes tridactyles et il utilise l'île aux pommes comme un de ses secteurs de recherche et il est installé pour 3 ans. Et chaque année, on collabore aussi avec ce que Simon, mon ami Simon Paquin a fait quand il a créé Ecomaris. Chaque année, les jeunes qui vont sur l'Écomaris arrêtent à l'île aux pommes pour être en contact avec la merveilleuse biodiversité de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Et ils me disent tout le temps la même chose, on ne verra plus jamais les îles du Saint-Laurent avec la même façon. Il y a quelques années aussi, grâce au Fonds d'Action Saint-Laurent, vous savez que les hirondelles sont actuellement en déclin.
et on a installé 15 nichoirs à hirondelles. Et l'année d'après, les 15 nichoirs étaient remplis d'hirondelles. Cette année, chaque année, on a 15 nichoirs d'hirondelles. Et les hirondelles aiment tellement de voir qu'il y a des nichoirs sur l'île aux pommes qu'elles font deux pontes. Et avant, on était envahi par la présence d'insectes autour de la maison. Puis aujourd'hui, ben, on n'est pas obligé d'utiliser de pesticides. Ça devient un festin à ciel ouvert pour les hirondelles. Vous savez, l'île aux pommes, c'est la tête de mes ancêtres. Première réserve naturelle en milieu privé de l'estuaire maritime, qui est protégée depuis 100 ans par 4 générations de ma famille. Et je veux vous sensibiliser sur quelque chose qui est assez particulier. Vous avez évidemment entendu parler du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, dont on a fêté le 25e anniversaire il y a plusieurs années et dont j'étais à l'origine de la création. Et le ministère de l'Environnement du Canada et du Québec ont conjointement décidé d'augmenter la superficie du parc marin, puis ils sont présentement en consultation publique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, le parc marin était au milieu du fleuve. Et là, maintenant, le parc marin va être jusque sur la rive sud. Ce qui veut dire que l'île aux pommes va être à l'intérieur du parc marin. Ce qui veut dire que quand on va partir de la marina de Trois-Pistoles et qu'on embarque dans le bateau, on est sur la terre ferme. Du moment qu'on sort de la marina, on embarque dans le parc marin. Et quand on va débarquer sur le quai qu'il y a à l'île aux pommes, on débarque du parc marin. Alors imaginez le privilège qu'on a d'avoir une île qui est à l'intérieur du parc marin et qui contribue à enrichir le parc marin. On a déposé un mémoire dans le cadre des consultations. Puis s'il y en a qui sont intéressés, les mémoires ont été rendus publics cette semaine. La passion de changer le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on... Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce qu'on a renoncé à l'avantage d'une île qu'une île apporte habituellement à ses propriétaires. Ben, nous sentions que nous avions un privilège d'être sur une île, mais aussi une responsabilité importante d'être sur cette île-là. Et investir dans la nature, là, c'est payant. Pourquoi? Parce que la nature est généreuse, elle nous fournit l'eau potable, elle protège les zones humides, elle crée des espaces verts en milieu urbain, l'air purifie l'air, puis va capter le carbone qui va séquestrer dans le bois. Les espaces naturels sont propices aux loisirs. Puis vous savez, passer du temps dans la nature, ça améliore le bien-être et la santé mentale. Pendant la pandémie, la seule chose qu'on avait le droit de faire, c'était d'aller prendre une marche dans la nature et les gens ont envahi les parcs. On pense aussi aux insectes pollinisateurs qui fertilisent les plantes que l'on mange. Il y a quelques mois, j'avais été à une rencontre où il y avait des ministres du gouvernement fédéral. Puis il y a un ministre de l'époque qui avait dit, on parle beaucoup de biodiversité, puis il dit, j'ai jamais trouvé la façon de définir la biodiversité. Et moi, j'avais modestement levé la main, puis j'avais dit, Monsieur le ministre, pour moi, j'ai une définition de la biodiversité. La biodiversité, pour moi, c'est la vie. Euh, Ça produit de l'oxygène, ça contribue à baisser les températures, ça régularise le cycle de l'eau. C'est des économies extrêmement importantes, puis ça améliore la santé physique et mentale. Et la protection de la biodiversité est extrêmement importante parce qu'il y a des études qui ont démontré que la cause de la pandémie était la protection de la biodiversité. Et il y a des études qui ont démontré que les changements climatiques étaient associés évidemment par l'émanation des gaz à effet de serre, mais que la perte de biodiversité contribuait au changement climatique. Vous savez, on se demande souvent qu'est-ce qui se passe dans notre monde, qu'est-ce qui se passe sur la Terre. On a juste à faire référence aux feux de forêt qu'on a eus au Québec il y a 2 ans. Regardez les feux que la Californie, dans le coin de Los Angeles, et puis la palissade du Pacifique à Malibu a subi. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? C'est que on dit que les changements climatiques menacent la planète. Mais moi, je suis d'avis que la planète n'a pas besoin d'être protégée. C'est pas la planète, elle a 4 milliards d'années d'existence, puis
Puis dans 4 milliards d'années, la planète Terre va être là. Ce n'est pas la planète qu'il faut protéger, c'est les conditions de vie de l'homme sur Terre. Je voyais l'autre jour une annonce d'une compagnie d'automobile qui nous disait qu'ils ont conçu un automobile électrique pour la planète. Voyons, comme si la planète avait besoin d'une voiture. Alors, il faut changer notre perception. Il ne faut pas protéger la planète, il faut protéger les conditions de vie sur la planète. Puis la seule façon de le faire, c'est de protéger la biodiversité et de recréer cette symbiose extraordinaire qui se développe en l'homme, entre l'homme et l'animal. Et moi, personnellement, chaque année, quand je vois qu'on va à l'île aux pommes, et le biologiste Carter Rouleau de l'Université McGill me disait il n'y a pas longtemps que la présence humaine sur l'île aux pommes a contribué à la biodiversité parce qu'il s'est établi une symbiose de relations de respect et d'amitié entre l'homme et la nature. Maintenant, l'île aux pommes abrite plus de 135 espèces d'oiseaux, puis on assiste à des phénomènes extraordinaires. Regardez ici un exemple de mimétisme où vous avez deux goélands qui sont enchevêtrés les uns à travers les autres et qui se dissimulent à cause du mimétisme avec les schistes de l'île aux pommes. Et l'année passée, il y a un beluga qui est venu s'échouer sur l'île aux pommes et à cause des courants, puis on a appelé Urgence mammifères marins qui sont venus chercher des échantillons. Maintenant, une île comme une île aux pommes, comme toutes les autres îles, sont soumises des fois à des situations pour lesquelles les humains doivent intervenir. Il y a quelques années, sur l'île aux pommes, pour une raison inconnue, on a été envahi par des rats musqués. Et les rats musqués sur l'île aux pommes ont créé comme des tunnels où et ils ont mangé toutes les racines de la végétation qui abritait les colonies d'Éder. Et puis aussi, on a eu une invasion de cormorans qui était faite de façon artificielle parce que des gens avaient dérangé la colonie de cormorans sur l'île rocheuse qui est au bout d'en haut de l'île, puis les cormorans ont traversé sur l'île, ce qui fait que la végétation a été extrêmement atteinte. Et fort heureusement, on a au Québec un organisme qui s'appelle la Fondation de la faune du Québec. Et nous avons proposé un projet qui a été échelonné sur 2 ans où on a fait l'inventaire de la situation de la végétation herbacée et arbustive sur l'île aux pommes. Et l'année passée, nous avons fait une intervention en épandant sur l'île aux pommes 3000 litres de compost riche en azote. Et nous avons aussi intervenu en dégageant toutes les plages de framboisiers et on a eu un résultat exceptionnel. Et là, je vous partage une photo que j'aime énormément, qui a été prise à l'aide d'un drone et qui a été prise le 23 septembre 2024, où vous voyez la végétation de l'île, vous voyez les sentiers qui sont aménagés à des fins de perturbation. Maintenant, l'île aux pommes, comme toutes les autres îles, a été envahie l'année passée par la présence de renards. Un renard, c'est très beau quand on est sur une terre ferme, mais mettez un renard dans un poulailler, puis vous allez voir que c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Alors, un renard qui est sur l'île aux pommes fait que l'année passée, les canards eider n'ont pas niché sur l'île. Les gens de Duvenard sont traversés sur l'île et il y avait à peu près 5000 canards eider autour de l'île et aucun canard n'a niché sur l'île. Ce qui fait que l'année prochaine, le Service canadien de la faune, en collaboration avec Duvenard, la Société de protection d'aménagement des léopomes, vont veiller à ce qu'il n'y ait pas de renard sur l'île en utilisant des méthodes légales. Parce que s'il y a encore un renard sur l'île aux pommes, bien, la colonie de canards eider qui vient sur l'île aux pommes et qui constate qu'il y a un renard, une deuxième, peuvent quitter l'île aux pommes et ne pas revenir avant plusieurs années. Durant le temps des fêtes, j'ai reçu la revue conservationniste de Canard illimité et ce qui faisait la page frontispice était un article qui disait que sont nos eider revenus, où il constate que dans le golfe Saint-Laurent et dans les provinces maritimes, les canards eider sont en déclin sans qu'ils connaissent trop la cause. Et au Québec,
on a des îles comme l'île Biquette, l'île aux pommes, l'île Blanche, l'île aux fraises, qui accueillent des colonies de canards et d'air. Alors, cette situation que vivent le plus beau canard au monde démontre l'importance des milieux insulaires de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. 2025 va être une année critique pour les engagements des nations à préserver la biodiversité et il faut absolument prévoir les moyens pour que des îles comme l'île aux pommes puissent accueillir à chaque année les canards et d'air qui viennent chaque année euh, améliorer la biodiversité de l'estuaire maritime du Saint-Laurent et créer un bonheur incroyable à être observé. Et comme je vous le disais maintenant, l'île aux pommes, on a dénombré plus de 135 espèces d'oiseaux et l'île aux pommes est rendue maintenant une halte migratoire au printemps et est une halte migratoire à l'automne pour accueillir toutes sortes d'espèces d'oiseaux. Puis compte tenu du fait que c'est une réserve naturelle en milieu privé et qu'il y a très peu de déplacements, l'île aux pommes est maintenant dans le secteur de l'habitat essentiel du beluga qui est en voie d'extinction et aussi un endroit où les phoques gris, les phoques communs peuvent venir se nourrir. Alors, la restauration des écosystèmes est tout à fait fondamentale. Puis nous, notre mission, ben, c'est de protéger une réserve dans un environnement privé, mais c'est surtout d'inspirer d'autres citoyens à contribuer au maintien de la biodiversité en abattant les aires protégées sur Terre, qui est une condition de vie essentielle. Et moi, je suis un enfant du fleuve. J'ai passé mes étés à Trois-Pistoles. Puis Trois-Pistoles et la région des Basques sont riches d'une biodiversité qui est tout à fait exceptionnelle. Puis nous, on partage le désir de protéger la magnificence des milieux naturels pour que les générations actuelles puis futures puissent vivre l'émerveillement et la sérénité que, que procure la protection des habitats naturels. Puis l'île aux pommes est maintenant reconnue sur le plan international qui est pour la protection de la biodiversité puis qui enrichit tout l'estuaire maritime parce que la nature offre un cadeau unique, c'est de nous affranchir de la folie du monde, de sa fureur de trouver un refuge puis un oasis de paix, de pureté associé à la biodiversité. Il n'y a pas plus grand bonheur dans la vie que d'assister à la renaissance de la vie de façon annuelle en fonction de la protection de la biodiversité. Puis vous savez, il y a plus de merveilles dans ce monde que peuvent en contenir nos rêves, mais c'est à la condition de le respecter puis de la protéger. Parce que chaque petit geste compte, puis c'est la somme des petits gestes qui fait la différence. Puis c'est une approche qui illustre le rôle important du citoyen ordinaire pour protéger la biodiversité. Les gouvernements ont un rôle, les entreprises ont un rôle, mais le plus important, c'est le rôle des citoyens ordinaires. Vous savez, le futur, il est vraiment entre nos mains. Puis moi, quand j'étais petit, ma mère me disait, Gaston, quand tu vois un arc-en-ciel, il y a un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Et quand j'étais petit, j'ai cherché longtemps le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Je l'ai trouvé à l'âge adulte. Puis le trésor au bout de l'arc-en-ciel, c'est d'avoir eu l'opportunité de protéger les habitats naturels. Notre famille protège les lots pommes depuis 1927. C'est 4 générations avec Dr Godreau, ma grand-mère, mon grand-père, moi, mes enfants, Charles-Hubert et Laurence, qui sont maintenant propriétaires des lots pommes. Bénédicte et Pénélope, la 5e génération, sont en devenir. Je crois qu'on est la seule famille au Québec qui protège un milieu naturel depuis 5 générations et on le fait tout le temps dans l'esprit de David Alexis Derry. La protection des milieux naturels en milieu privé est important et à ce titre, je veux souligner le rôle extrêmement important du réseau des milieux naturels protégés. Puis vous savez, les hommes érudits qui se sont rencontrés sur la rue Sainte-Ursule en 1919, un certain soir du mois de mai, et qui avaient décidé de protéger les premiers milieux naturels privés, étaient loin de se douter que 100 ans plus tard, ce sera un véritable tsunami avec 1630 sites protégés aujourd'hui, près de 80 000 hectares
et plus de 8 000 hectares de terres privées au Québec. Chaque année, sur l'île aux Pommes, j'ai la visite d'un arfan des neiges, l'emblème aviaire du Québec. Mais chaque fois que je vois l'arfan des neiges, je ressens un double sentiment. Le premier, c'est de voir que l'emblème aviaire du Québec vient à l'île aux Pommes. Et une autre chose que je vous partage de façon extrêmement modeste, c'est qu'en 2024, on m'a attribué le prix Arfand des Neiges dans la catégorie Innovation en région. Et recevoir ce prix de l'Arfand des Neiges a été pour moi rempli de sens extrêmement important. Et si vous me le permettez, je vais vous partager une vidéo qui illustre le message important que je veux véhiculer et que je véhicule depuis plus de 40 ans. Et ce prix Arfand des Neiges m'a donné l'opportunité de véhiculer ce message-là. À l'aube de mes 20 ans, je me cherchais une mission et j'ai consacré ma vie à la protection de la biodiversité. Alors moi, j'aimerais que ce prix-là, qui m'est octroyé par le gouvernement du Québec, soit une illustration du rôle important que le citoyen peut exercer pour la protection de la biodiversité, parce que ce n'est pas les gestes d'éclat qui font la différence, mais la somme des petits gestes. Écoutez, je vous propose de déployer vos ailes. Aujourd'hui, à l'île aux Pommes, la première chose que mes enfants ont fait, c'est qu'ils ont construit une résidence que vous voyez ici. Et c'est le plus bel observatoire de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on a construit une résidence? C'est que si on veut protéger une île, il faut absolument être en mesure d'habiter l'île. Alors, l'eau nous vient de la pluie, l'énergie nous vient du solaire avec des panneaux solaires. Et la petite bâtisse que vous voyez à côté de la principale bâtisse, c'est le chalet que mon grand-père a construit en 1927. Et mes enfants ont trouvé important de conserver cet élément du patrimoine familial. Et pour traverser sur une île, ça prend absolument un bateau et ça prend des infrastructures. Alors ici, vous avez une vision de ce qu'était l'île aux Pommes le 23 septembre de l'année 2024. Le plus grand défi pour les propriétaires de milieux naturels qui veulent le protéger, c'est un problème de financement. Personnellement, on n'a jamais obtenu, outre la Fondation de la faune du Québec qui nous a appuyés dans des projets de revitalisation, on n'a jamais eu un sou de subvention. C'est des dizaines de milliers de dollars qu'on a investis de nos propres deniers pour protéger l'île. Et si jamais vous êtes intéressé à faire un don à la Société de protection et d'aménagement des Pommes, allez sur le site. Et le plus petit don que vous faites prend une énorme importance pour la biodiversité et les canards et d'air. Je vous remercie de votre attention et je terminerai cette conférence de la façon qu'elle a commencé en vous rappelant que rapprochons-nous de la nature, elle ne ment jamais. Merci. Merci beaucoup, Gaston, pour cette belle histoire très inspirante. N'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a des gens qui mettent des petits cœurs. C'est vraiment très gentil. C'est très mérité. Quel beau message tu fais passer. C'est magnifique. Le plus gros défi, c'est de ne pas avoir de bug Ça s'est Internet. bien passé. Ça s'est bien passé. Je vais repartager mon écran. J'ai quelque chose à vous dire avant la période de questions, si vous voulez bien. Euh, ceci. Hop, parfait. Donc c'est ça, avant d'ouvrir la période de questions, je profite pour vous annoncer notre prochain Midi Conservation qui aura lieu le 26 février. Donc, nous accueillerons la Société des établissements de plein air du Québec qui abordera la capacité de support des écosystèmes dans les aires protégées. Je vais vous mettre le lien si vous souhaitez dans le chat. Non, ça c'est... hop,
excusez-moi, incapable de faire deux choses à la fois. Puis aussi, je vais vous mettre le lien de notre infolettre pour que vous puissiez ne rien manquer de nos événements futurs également. J'espère que ça fonctionne. Ah non, ça ne fonctionne pas. Désolée. Je vais y aller avec. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Au pire, vous allez sur notre page Facebook, sur notre site. Tous les éléments sont présents. Ben maintenant, on va passer à la période de questions. Comme j'ai mentionné au début, vous avez le choix. Soit vous pouvez écrire vos questions dans la boîte Q&R, soit vous levez la main, puis je les poserai pour vous. Donc, je vais aussi arrêter de partager mon écran. Ça sera beaucoup plus simple. Oui, toujours pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mains levées? Oui, je vois. Je vais permettre à Michael Rie de parler. Ah, Je bonjour, pense que vous pouvez Michael. parler. Allô, Michael. Allô, allô. Vous m'entendez? Oui, Oui, Oui. le gardien des lots basques. On est voisins. On est voisins sur le fleuve. Allô Gaston, ben bravo pour la conférence. J'ai appris beaucoup là, encore une fois. Toutes les fois que je t'entends, j'en apprends quelques nouveautés. Je me demandais, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, comme tu le disais là, à la fin de la conférence, entre autres. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches pour que l'île aux Pommes devienne un refuge d'oiseaux migrateurs comme l'île aux Basques avec les îles Rasades, ou c'est-tu quelque chose qui pourrait être intéressant pour le statut de l'île? Euh, il n'y a jamais de démarches qui ont été faites parce qu'ils vont donner ces statuts-là surtout à des propriétés associatives comme l'île aux Basques qui appartient à la Société Provencher ou à des propriétés publiques comme le marais de l'île Verte. Alors, ça, c'est des réserves nationales de la faune. Mais compte tenu que nous, c'est une propriété privée qui appartient à des individus, on trouvait plus intéressant de devenir une réserve naturelle en milieu privé. Et de toute façon, ça donne un statut privé. Et puis aussi, quand tu as un sanctuaire d'oiseaux migrateurs reconnu par le Service canadien de la faune, tu as énormément de restrictions. Puis une des restrictions, c'est qu'on n'aurait pas pu retourner à l'île. OK. Mais alors, comment ça, sur l'île aux Basques, on a le droit d'avoir des chalets? C'est des droits acquis, probablement? Oui, c'était des droits acquis, je crois. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que vous êtes une société qui est une société d'histoire naturelle qui a un mandat d'éducation. Mais la raison principale, c'est que c'était beaucoup plus intéressant pour nous avec le statut de réserve naturelle en milieu privé et ça nous donnait une opportunité d'exclure, parce que la réserve naturelle de l'île aux Pommes, il y a un petit 2 hectares qui est exclu de la réserve naturelle parce que justement, il y a une propriété. Sauf que ça, les canards et d'air, ils ne le savent pas, puis on ne leur dit pas. Parfait, merci. Merci, Michael. merci Michael. Nous avons une question dans la boîte Q&R de Catherine Havard. Pouvez-vous nous en dire plus sur le partenariat avec Duvénor? Comment le modèle 100% de revenus pour la conservation fonctionne-t-il tout en maintenant la viabilité des activités commerciales de l'entreprise? Merci. En fait, du Vénard, c'est une très bonne question. On connaît très bien du Vénard parce que quand Jean Bédard, qui était biologiste, professeur de biologie à l'Université Laval, a voulu créer du Vénard, euh, les premiers qui ont donné à du Vénard la permission de ramasser le duvet d'Éder, c'était donné par mon père à l'île aux Pommes. Puis le modèle de du Vénard est extrêmement intéressant parce qu'on parle beaucoup de ce temps-ci d'économie circulaire. C'est que là, Duvénard va chercher une ressource qui est produite par les canards et d'air et ils ont développé une méthodologie scientifique qui fait que ça ne cause pas de perturbation majeure à la colonie
Ils ont fait reconnaître leur procédé scientifique par le Service canadien de la faune. Et les revenus qui sont générés par la vente de duvet d'éder est réinvesti pour protéger les habitats du canard eider. Alors, c'est le plus bel exemple d'économie circulaire et c'est une façon d'utiliser la ressource qui est générée par le canard eider pour protéger le canard eider. Puis lorsqu'ils ramassent le duvet d'éder, d'abord, ils font une battue, ils passent juste une fois, ils sont plusieurs, puis ils vont ramasser une partie du duvet d'éder, mais ils vont prendre le temps de laisser suffisamment de duvet dans le nid pour recouvrir les œufs lorsqu'ils continuent leur chemin, de sorte que les goélands ne voient pas les œufs demeurent chauds. Et quand la femelle revient sur son nid, elle va se réenlever du duvet sur le torse et le remettre dans le nid. Parfait, j'espère que cette réponse conviendra à Catherine. N'hésite pas à nous faire un commentaire. Une prochaine question, Heather Ross, qui souhaiterait poser une question. Je vais vous donner la parole. Je pense que vous pouvez activer votre son. Oui, voilà, c'est bon? Oui, Oui, parfait. Oui, bonjour. oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai appris beaucoup. Je suis anglophone, alors c'est un peu plus difficile pour moi de m'exprimer, mais vous m'avez, comme vous voulez faire, m'inspirer de continuer mes démarches d'avoir une réserve naturelle en milieu privé. Moi, j'ai tout fait l'application. J'attendais, ça fait 4 ans maintenant, et le gouvernement n'a pas encore fait l'évaluer pour le mettre en réserve parce que maintenant, on est bloqué dans les cantons de l'Est de continuer avec les milieux naturels privés en réserve. Et avez-vous des conseils comment on peut, comme à cause il y avait une chose politique avec les agricultures et je peux pas avancer mon projet, c'est bloqué. Et j'ai 200 acres, milieu humide, la moitié avec 111 espèces d'oiseaux juste sur mon terrain dans les cantons de l'Est et je suis vraiment frustrée parce que je veux faire comme vous faites, mais euh, dans le canton de l'Est avec un beau Ben, terrain de biodiversité au max. écoutez, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait peut-être de parler avec un organisme qui existe au Québec puis qui est extraordinaire, qui s'appelle Conservation de la nature Canada. Et la personne responsable de tout ce projet-là de conservation de la nature Canada, c'est M. Hubert Pelletier, qui est un homme que je connais et qui est extrêmement compétent. Et je pense que si vous entriez en communication avec M. Pelletier, il peut sûrement vous orienter de façon très adéquate. OK. Puis, Merci. il y a aussi la Fondation de la faune du Québec qui possède une très grande expertise au niveau de la protection des habitats puis l'acquisition des habitats. Alors, on a au Québec la chance d'avoir des organismes comme Conservation de la nature Canada, puis des organismes comme la Fondation de la faune du Québec, dont la mission est justement de venir en support à des gens comme vous qui veulent contribuer à la protection de la biodiversité. OK. Merci beaucoup. Good luck. Thanks. I need it. OK. Merci, Heather. Est-ce qu'il y aurait des commentaires, d'autres questions que vous voulez faire parvenir à Gaston? Mais il y a évidemment le réseau de milieux Oui. naturels protégés qui peut, madame, vous accorder un support. Puis je pense que quand la politique devient plus importante de la biodiversité, ça veut dire qu'il y a un petit problème en quelque part. Et puis ça peut tout le temps se dénouer, ce problème-là. Puis actuellement, nous sommes en consultation pour ce projet de loi 86 sur la protection des terres agricoles. Donc, il est vrai que tous les projets sont en suspens pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est ça, c'est mis un peu sur glace. Il y a des choses qui vont s'en venir et vous serez tenus informés. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, ça nous fera plaisir de vous aider. Bravo.
S'il n'y a pas d'autres questions, ben je vous propose d'arrêter ce webinaire. Merci beaucoup, Gaston, pour ton temps, ta présence et cette belle présentation. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu. Donc, merci beaucoup aussi à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Je veux juste terminer en vous disant merci d'avoir été aussi nombreux. Vous étiez 60. Puis je veux juste vous souligner que cette conférence-là, je l'ai adaptée aussi pour des petits bouts de chou du primaire. Puis j'ai eu l'opportunité de donner cette conférence-là à des enfants dans des écoles primaires de la région de Trois-Pistoles. Puis ils étaient tout simplement fascinés par l'histoire. Alors, quand on est capable d'imprégner les gens, mais c'est une bonne chose. Puis souvenez-vous de la mission de notre Société de protection d'aménagement de l'île aux pommes, c'est d'influencer des citoyens pour faire comme nous, on a fait. Et puis, si vous avez l'opportunité aussi de faire un don, soit-il aussi modeste que ce soit, ben, c'est toujours apprécié. Et puis, chaque fois qu'on reçoit un don, ben, ça nous permet de protéger encore mieux cette île qu'on a dévolue à la biodiversité. Merci. Merci Gaston pour ce mot de fin. Passez Au une belle revoir. après-midi. Au revoir. Au revoir tout le monde.